Un deuil national de 3 jours à la mémoire des victimes de l'attaque de Karamga, dont le premier bilan officiel a été donné hier par le gouvernement. Vous suivrez les détails de ce bilan, mais également les réactions après le deuil décrété par le gouvernement dans cette édition. La requête en annulation du congrès tenu en septembre 2014 par Abdoulabo et autres, introduite par Maman Ousmane, rejetée ce matin par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Les détails dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. C'est donc hier, 3 jours après l'attaque du 25 avril dernier sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad, attaque perpétrée par la secte islamiste Boko Haram. C'est seulement donc hier que le gouvernement a sorti un premier bilan officiel. Il a été donné par le ministre de l'Intérieur qui était sur les lieux de l'attaque. Je propose de suivre le résumé avec notre reporter Michel Deji. C'est la plus grande tragédie à laquelle nous ayons eu à faire face dans cette région dans le combat contre le terrorisme et même dans l'ensemble du pays en termes de bilan, a déclaré le ministre de l'Intérieur, parti sur le lieu de l'attaque pour faire la situation 3 jours après. Nous avons constaté, déjà en venant, on a vu plusieurs corps de civils, puisqu'ils tuent tout le monde. De civils morts qui dans l'eau, dans le lac Tchad. On a vu des tas de corps qui sont éparpillés. Là, nous avons vu le désastre, le village qui a été brûlé. Tout est saccagé. On a l'impression vraiment d'un incendie, d'un ouragan qui a traversé ce village-là. Voilà pour dire que nous avons affaire à des barbares, des gens d'une cruauté indicible et que notre détermination à les combattre ne pourra que croître. De retour à Niamey, Hassoumi Massaoudou a annoncé un premier bilan provisoire de ce drame du 25 avril 2015. Côté forces de défense et de sécurité, 46 morts, 9 blessés, 32 portés disparus. Côté ennemi, 156 terroristes tués. 28 habitants de l'île ont été également assassinés par les terroristes. Le gouvernement et le peuple nigérien sont particulièrement horrifiés par cette ignominie. En cette douloureuse circonstance, le président de la République et le gouvernement, au nom du peuple nigérien, présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des disparus et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Un deuil national de 3 jours est décrété. Les drapeaux sont en berne durant la période du deuil. Et selon le ministre Hassoumi Massaoudou, les poursuites des auteurs de l'attaque sont en cours avec des moyens aussi bien terrestres qu'aériens. Voilà, ainsi donc que le disait Michel dans son reportage, un deuil national de 3 jours a été décrété. Il a commencé aujourd'hui et s'étalera donc jusqu'au vendredi prochain. Comment les Nigériens ont accueilli ce bilan tardif de cette attaque du 25 avril dernier, mais aussi le deuil national décrété. Nos reporters ont interrogé ce matin quelques citoyens. Je propose de les suivre. Nous aurons dû observer le deuil depuis longtemps. Mais c'est maintenant que le gouvernement a décidé de nous donner l'information. Nous allons faire le deuil de 3 jours et nous demandons à la population nigérienne de prier pendant ces 3 jours pour le repos de l'âme et également pour que nos forces de défense et de sécurité puissent avoir le dessus sur nos ennemis dans l'avenir. Moi, ma réaction est que je trouve que le silence que le gouvernement a eu à faire, c'est tout à fait normal. Parce que le gouvernement ne peut pas sortir comme ça sans faire le bilan de ceux qui sont morts, de ceux qui sont disparus et de ceux qui sont blessés. Ne pas sortir comme ça brusquement, donner un nombre qui n'est pas exact. En plus, vraiment, je vois que les 3 jours de deuil national qu'ils ont fait, vraiment, je trouve ça normal. À chaque fois, à chaque moment, le gouvernement n'a rien à faire que de dire aux gens de garder deuil de 3 jours, de 24 heures, quoi que ce soit. Donc vraiment, il faut qu'ils prennent des dispositions, quoi. C'est pas le fait de garder 2, 3 jours, de combien de jours, qui va être quelque chose de solution. L'essentiel, l'important aujourd'hui, tout le monde a su, tout le monde a compris qu'il y a un problème que les gens là qui sont sur le terrain sont en train de voir.
Par exemple, en ce qui concerne le matériel, vous voyez. Donc c'est des personnes, on apprend qu'ils sont dotés par des armes très lourdes, des armes fortes, et que ce n'est pas que l'État ne disposait pas ça. Donc pourquoi ne pas doter nos forces de défense là pour être au moins plus efficaces sur le terrain? C'est leur vie qu'ils sont en train de mettre en danger. Donc il y a des gens qui sont là, ils sont plus de 15 ans, 20 ans d'être consorts en tant que des armées. C'est eux normalement qui devront être sur le terrain et eux-mêmes ils devront être dotés par des armes vraiment très efficaces. C'est pas maintenant le Niger a des armes, venir les déposer. Mais à quoi ça sert? Si on dit aujourd'hui en ce qui concerne la guerre, le Tchad est efficace, ce n'est rien d'autre. Quand vous prenez le président tchadien Idriss Déby, forcément même l'argent qu'il a, ses ressources, ils le mettent dans les armes. Parce que c'est ça, au moins, c'est un pays, il faut se défendre. Voilà, le troisième jour de ce deuil national coïncidera avec la fête du travail le 1er mai. Alors, les centrales syndicales vont-elles ou non célébrer cette fête dans ce moment de deuil? C'est pourquoi l'association nigérienne pour le civisme et la croissance a appelé ce matin les travailleurs, les centrales syndicales donc, à fêter cette fête du travail, à célébrer donc cette fête du travail dans la plus grande sobriété, mais également demander aux fidèles musulmans de profiter de ce jour saint de l'islam, un vendredi donc, pour prier pour le repos des âmes de nos compatriotes disparus, mais également pour un retour définitif de la paix dans notre pays. Je propose de suivre le président de cette association, M. Moussolmi Malam Sita. Nous souhaiterions que ces centrales syndicales fêtent, en tout cas le 1er mai prochain, dans la plus grande humilité, c'est-à-dire renoncer quand même à tout acte de réjouissance. Et surtout, les discours qui seraient lus ce jour-là doivent être des discours révélateurs d'une prise de conscience globale quant à l'essentiel qui sous-tend la vie de notre nation. Et enfin, au-delà des centrales syndicales, nous souhaiterions, dans la mesure où les 3 deuils décrétés par le gouvernement, le 3e jour, c'est le jour saint de l'islam, nous appellerions ou nous appelons les marabouts, les ulémas de notre communauté à, en tout cas, une veillée de prière la nuit du jeudi au vendredi. Et surtout aussi le vendredi, mettre ça à profit pour des prières collectives ou de lecture de Saint-Coran. Parce que devant toute épreuve, seule la puissance divine peut nous apporter les solutions les plus idoines. Voilà, et comme pour faire suite à cet appel de l'association nigérienne pour le civisme et de la croissance, nous venons d'apprendre que les 7 centrales syndicales membres de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, ont simplement décidé de purement et simplement annuler le traditionnel défilé que chacune de ces centrales a prévu d'organiser à l'occasion de cette fête du 1er mai 2015. Et puis, il y avait en ligne toujours avec cette attaque, je vous donne lecture de ce communiqué de presse de la coordination régionale, en lien plutôt avec cette attaque du 25 avril. Je vous donne lecture de ce communiqué de la coordination régionale Modène F. Lumana Africa de la région de Niamey. La coordination régionale du Modène F. Lumana Africa de Niamey a appris avec douleur et consternation à travers les médias la lâche agression perpétrée par la démoniaque secte islamiste Boko Haram contre nos forces de défense et de sécurité. En cette douloureuse circonstance, combinée à l'épidémie de méningite qui continue à endeuiller les familles nigériennes, la coordination régionale du Modène Lumana Africa de Niamey décide de suspendre ses activités de mobilisation programmées jusqu'à nouvel ordre pour la coordination, le président Soumana Sanda. Nous parlions à l'instant de la fête du 1er mai qui sera célébrée donc le vendredi prochain, 1er mai, à travers le monde. C'est l'anniversaire, comme vous le savez, des événements tragiques de Chicago de 1886. Où on célèbre la fête du travail. Je propose à cet effet de suivre un bref historique de cette fête et une ébauche de perspective avec Dr Ali Moukela. Il est directeur des ressources humaines au niveau de Ecobank Niger. Il convient ici de souligner les conditions inhumaines dans lesquelles travaillaient les ouvriers en 1886. Leurs droits étaient bafoués. Les questions relatives à l'hygiène et la sécurité aussi étaient les derniers soucis de ces emplois. Donc en 1884, ils se sont réunis et ils se sont donné 2 ans
pour revendiquer une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est ainsi qu'une grève qui a malheureusement fait un bilan très lourd les a opposés avec les forces de l'ordre. Les gens pensent que la fête du travail, c'est une commémoration. Ils sont en train de donner une forme un peu banale, mais je dirais que c'est un honneur qu'on est en train de faire au travail. Les gens doivent se dire qu'il y a leurs prédécesseurs qui se sont sacrifiés pour eux. Aujourd'hui, nous sommes là. On parle de samedi, dimanche, on parle de jours fériés, on parle de congés annuels, on parle de protection de la femme, on parle de travail de nuit, on parle de ceci, on parle de cela. Tout cela, c'est grâce à ces hommes-là qui ont mené cette lutte farouche afin quand même d'avoir tous ces droits. La célébration de la fête, il y a le traditionnel défilé, les gens parlent les différentes centrales syndicales, ensuite les gens se retrouvent à l'Académie des Arts parce qu'au début c'était au ministère du Travail, mais depuis l'année dernière ils avaient changé, maintenant c'est à l'Académie des Arts. Maintenant il y a les récipiendaires des médailles, on les décerne, ensuite les gens se retrouvent chacun soit en entreprise ou bien dans un endroit pour fêter. Moi je dirais, nous devons aller au-delà de ça. C'est devenu traditionnel et les gens ne voient pas du tout la portée. On devrait quand même tenir des conférences pour conscientiser les gens. On devrait quand même organiser des forages, si on peut le dire, pour essayer de voir comment éclaircir par-ci de tous les côtés les relations professionnelles. Des choses qui peuvent permettre, que ce soit du côté de l'employeur ou bien du côté de l'employé, de bien comprendre que chacun dans sa sphère de responsabilité a des obligations vis-à-vis de l'autre. Parce que nous sommes dans un pays bien organisé, le code du travail est là, et vous voyez souvent certains différends, on pouvait les régler en interne, mais les gens traînent jusqu'à ce qu'il y ait des conflits pour réaliser. Le Niger a ratifié 36 conventions de l'Organisation internationale du travail, dont 34 sont en vigueur. Les 36 conventions ratifiées sont entre autres 8 conventions fondamentales, une convention de gouvernance et 27 conventions techniques. Alors donc le monde s'apprête à célébrer la fête du travail le 1er mai prochain. Des travailleurs ici au Niger sont menacés de licenciement. Ce sont les travailleurs, les agents contractuels du service d'appel d'Orange Niger, le call center que l'on appelle traditionnellement. Ils sont donc menacés de licenciement et pour protester contre cela, ils ont entamé ce matin un mouvement de grève de 48 heures. Le point dans ce reportage de Aboubakar Souley et Nasser Dantoufou. C'est sous haute surveillance policière que le collectif des agents du service call center mis à la disposition de Orange Niger manifeste leur mécontentement. La réintégration de tous les agents, solution RH mis à la disposition du call center Orange, le respect de la lettre de l'inspecteur du travail adressée au directeur d'Orange Niger sont entre autres points de revendication de ce mouvement d'humeur. Nous avons donné tout ce qu'on a pour travailler pour Orange, pour la rentabilité et l'image de Orange. Et c'est quoi le problème? Depuis le 18 novembre 2014, l'inspecteur du travail de la région de Niamey a envoyé une lettre à Orange Niger pour la demander de se conformer à la loi. Maintenant, en recrutant tous les agents qui ont 1 an d'ancienneté dans ces locaux. Et depuis le 18 novembre, on n'a pas eu de nouveau. L'inspecteur a écrit une deuxième fois. Il n'y a pas eu de nouveau. L'inspecteur on a déposé d'abord un premier préavis. Donc le premier préavis, on l'a levé par demande de l'inspecteur du travail. Donc pour prouver que nous ne sommes même pas prêts à aller en grève, si vraiment il y a eu une conciliation entre nous. Donc maintenant, après ça, l'inspecteur nous a appelé hier pour une seconde conciliation. Donc c'est une conciliation qui n'a pas eu lieu. Donc maintenant, pour prouver au monde, pour prouver à tous les jeunes comme nous, pour prouver aux autorités qui s'occupent de cette situation, que vraiment, ce n'est pas parce que nous voulons aller en grève, mais nous sommes en grève pour revendiquer nos droits, pour être dans nos droits, pour que le code du travail de la République du Niger soit respecté, pour qu'on ne piétine pas la loi du Niger. Malgré la menace de licenciement qui pèse sur eux, ces agents attendent aller jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications.
C'est l'un des titres de cette édition. Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a rejeté ce matin la requête en annulation du congrès tenu en septembre 2014 par Abdoulabo et autres dans la crise CDS Rahama, requête introduite auprès de cette cour par l'aile Maman Ousmane. Le tribunal a donc simplement et purement rejeté cette requête introduite par Maman Ousmane. C'était ce matin donc au niveau du tribunal, comme nous le rapportent nos reporters Sadou Doumi et Souley Barma. Le congrès de la Convention démocratique et sociale organisé par l'aile Abdoulabo en septembre 2014 est légal. C'est du moins ce qui ressort de la décision du juge du tribunal de grande instance de Niamey ce mercredi 29 avril. Une décision qui vient ainsi réconforter Abdoulabo et consort déjà vainqueur d'un autre procès qui a opposé les deux ailes à l'issue du verdict rendu par la cour de la CEDEAO la semaine dernière. Vous n'êtes pas sans savoir que un congrès a été régulièrement tenu ici même à Niamey, congrès au cours duquel nous avions procédé à la consécration au perchoir du parti du camarade Abdoulabo comme président du parti. Mais content de cette prouesse, l'aile Maman Ousmane, en ce moment on parlait d'elle, avait demandé au juge nigérien de frapper de nullité absolue cette prouesse. Mais aujourd'hui le juge a dit clairement que le congrès a été régulièrement tenu. Par conséquent, l'affaire CDS Rahama est close. Abdoulabo est président du parti. Le vin est tiré, il faut le boire. En attendant l'ouverture d'un éventuel processus de recours devant la cour d'appel, l'aile Maman Ousmane déclare avoir pris acte de cette décision en première instance. Nous respectons, depuis le début de cette affaire, on a toujours respecté les décisions de justice. Et on respectera toujours les décisions de justice. Donc, un jugement vient d'être fait. Nous allons d'abord recevoir officiellement les documents que notre avocat va nous fournir. Et en ce moment, nous aviserons. Pour la partie adverse, l'heure est plutôt à la réconciliation pour une brillante participation du CDS Rahama aux élections générales de 2016. Nous ne pouvons que nous réjouir. Et nous lançons en même temps un appel à nos camarades, parce que nous n'avons pas eu à exclure ni l'un ni l'autre dans ce parti. Nos bras sont grandement ouverts et nous leur disons de revenir dans la grande famille, de revenir pour qu'on consolide notre parti, pour que nous puissions faire face aux prochaines élections de 2015. À la veille du deuxième tour des élections présidentielles de 2011, Abdoulabo a soutenu le candidat du PNDS pendant que Maman Ousmane s'est rangé du côté du candidat du MNSD. Et depuis lors, la bataille s'est déclenchée entre les deux leaders. Je vous donne la présente lecture de ce communiqué de presse. Dans le cadre de l'observation et du suivi du processus électoral, des organisations de la société civile et syndicale œuvrant dans les domaines de la bonne gouvernance, de la promotion de la démocratie et des droits humains ici au Niger ont décidé de la création d'un cadre de concertation et d'action dénommé Observatoire du processus électoral OPEL. L'observatoire a pour objectif de contribuer en complément des efforts des autres acteurs et conformément à la législation à l'organisation d'élections libres et transparentes au Niger et en Afrique à travers des actions de mobilisation, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement et d'observation, en particulier les réformes électorales, la reprise du fichier électoral classique, l'enrôlement du fichier électoral biométrique, le fonctionnement des organes de gestion du processus électoral, le suivi du contentieux électoral, l'exclusivité du processus électoral, l'observation des opérations de vote et enfin la proclamation des résultats. C'est un communiqué signé par le coordinateur de ce nouvel observatoire, M. Ali Idrissa. Rencontre hier après-midi entre le ministre de la Santé et son staff avec les partenaires techniques et financiers du Niger dans le secteur de la santé, mais aussi des responsables administratifs et coutumiers de la région de Niamey. Objectif, informer la population sur la situation de l'épidémie de méningite qui prévaut depuis quelques semaines au niveau de notre pays, particulièrement dans la capitale Niamey. Le point de cette rencontre avec nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Nafissatou Zakou. 73,6%, c'est le taux qu'a atteint la campagne de vaccination contre la méningite débutée vendredi 24 avril à Niamey. C'est entre autres ce qui ressort de la rencontre que le ministre de la Santé et son staff ont eu mardi avec les partenaires techniques et les responsables administratifs et coutumiers de la région de Niamey.
Ces derniers se réjouissent d'ailleurs et appellent les populations à se mobiliser davantage pour aller se faire vacciner. Les techniciens, avec donc la voix du ministre, ils nous ont rassuré que les vaccinations vont continuer avec la tranche dont on a commencé, donc de 2 à 15 ans. Il faut que les gens patientent. C'est comme quand on a faim, on trouve un peu, on mange, donc, ou bien on donne à certains qui sont un peu touchés. C'est pourquoi on avait choisi de Niamey les arrondissements les plus touchés, qui est d'abord l'arrondissement Niamey 2, puis l'arrondissement Niamey 1 et l'arrondissement Niamey 3. D'après les signes qui ont été donnés par les techniciens, il faut immédiatement aller dans le centre le plus proche. Si eux, ils ne peuvent pas, ils savent où orienter donc le malade le plus rapidement possible. Parce que plus vite on part chercher les soins, plus vite on guérit. Les partenaires techniques et financiers ont pour leur part réaffirmé leur disponibilité à continuer à aider à mettre à la disposition des populations les vaccins. Au niveau du vaccin, le collègue du ministère a expliqué les normes assez strictes pour pouvoir l'acquérir, et ces normes sont dues au fait qu'au niveau mondial, il y a un stock assez réduit de ce vaccin, des souches de ce vaccin qui sont nécessaires pour se protéger contre la méningite à méningocoque telle qu'elle sévit pour le moment au Niger et qui est différente suivant les différentes épidémies. Au terme de la rencontre, le ministre de la Santé a rassuré les populations de la création de 10 nouveaux centres de prise en charge et d'isolement des malades de la méningite. La partie magazine de ce journal est consacrée à un entretien qu'a accordé l'artiste musicien ivoirien de renommée internationale Alpha Blondy à nos reporters culturels qui était récemment à Abidjan en Côte d'Ivoire pour la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo qui s'est tenu donc dans la capitale ivoirienne il y a quelques jours de cela. Alpha Blondy parle à nos reporters de la politique en Afrique mais aussi des questions des ressources naturelles sur le continent africain. Je propose donc de suivre cet entretien qui met donc un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout très bonne réception. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je m'étale bien. Nous sommes très contents que vous nous receviez ici chez vous. Alors Alpha Blondy, une grande sommité de la musique mondiale. Un mot à l'endroit de tous vos fans du Niger. Eh bien déjà que Dieu les bénisse et que, comme ce que j'ai dit à tous les frères africains et même non africains, la matière première pour nous Africains, la première matière première, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'uranium, c'est la paix. La paix. Et j'invite tous mes frères et sœurs du Niger de protéger la paix. C'est dans la paix que le développement véritable a lieu. C'est dans la paix que nos enfants peuvent aller à l'école, apprendre des choses qui demain peuvent servir à faire avancer le pays. Les erreurs commises par nos aînés politiciens sont des erreurs d'ignorance. Donc, quand nous aurons des générations qui vont faire de grandes études en Sciences Po, en sciences économiques, alors là, l'Afrique prendra son essor véritable. Et en attendant, l'Afrique s'habille. Et pour s'habiller en paix, pour s'habiller, il faut la paix. Pour former nos jeunes cerveaux, il faut la paix. Qu'est-ce que vous pensez des chefs d'État qui veulent toujours rester au pouvoir et qui ne respectent pas la Constitution? Ça s'appelle l'ignorance politique. Je ne les juge pas parce qu'il est ignorant. En Afrique, il y a beaucoup de politiciens système D. C'est-à-dire, c'est la débrouillardise politique. Il se débrouille. Il n'a pas fait l'ENA. Il n'a pas fait Polytechnique. Il n'a pas fait Sciences Po. C'est avec sa logique à lui. Il a appris sur le tas. Et c'est de ça que je parle.
Alors, Alpha Blondy, je viens d'un pays qui produit de l'uranium et qui n'en profite pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ça tombe bien. Moi, je viens d'un pays qui produit 47% du cacao mondial. Mais le chocolat est très rare en Côte d'Ivoire. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'Afrique est en train de s'organiser. Et que ceux qui sont supposés nous assister pensent d'abord à eux. C'est une logique. C'est une logique. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'Europe n'a pas de cacao. L'Europe n'a pas d'uranium. L'Europe n'a pas de café. L'Europe n'a pas de diamants. L'Europe n'a pas assez d'or. L'Europe n'a pas de pétrole. L'Europe n'a pas de bois de manganèse, de coltan. Alors, vous les Africains, vous avez cela. Si moi j'étais européen, est-ce que vous pensez que moi je vais vous aider à être autonome? Non. Si vous êtes autonome, comment moi je fais pour vous escroquer? Je ne pourrais plus vous escroquer. Je ne pourrais plus acheter vos matières premières au prix que moi je veux. C'est pour cela que je dis que la matière première, c'est la paix. Et puis le deuxième volet, il faut que dans cette paix, nos enfants puissent faire des études pour que l'ignorance s'éloigne, pour que nos politiciens de demain soient à un niveau pour pouvoir discuter équitablement, en bonne intelligence, avec ceux qui nous exploitent. Ça fait 3 jours que je suis en Côte d'Ivoire. Je suis une FM extraordinaire, Alpha Blondy FM. D'où vous est venue cette idée? Ben écoute, à force de visiter les radios africaines, européennes, américaines, ok, un jour tu as envie d'avoir ta radio à toi, pour voir, tu as ton idée. Ok, moi je fais une radio musicale avec de l'humour, ok, les humoristes littéraires, ok, mais pas politique. L'Afrique est gavée de politique, ok. Les Africains sont fatigués de politique. Donc, il fallait quelque chose pour les détendre, pour oxygéner un peu les cerveaux et ne pas toujours, tu comprends, être sous pression, sous tension politique. Même les politiques ont besoin d'humour, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de musique pour se détendre, C'est pas tout le temps que je vais faire CNN, que je vais faire France 24, que je vais faire... Ok, c'est utile, bien sûr. Mais ma radio, c'est pas ça. Il n'y a pas de journaux télévisés, radiodiffusés, pardon, bombardement en Irak, égorgement, ok, à Bagdad. Non. Nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une radio thérapeutique. Une radio, quand tu écoutes, ouf, tu te sens bien. Voilà. Si jamais vous étiez président de toute l'Afrique, que feriez-vous pour la jeunesse africaine? D'abord, je ne serai jamais, je suis fou, c'est vrai, mais je ne serai jamais assez fou pour devenir président de toute l'Afrique. Parce que ce soit l'Afrique ou ailleurs d'ailleurs, la politique est un métier très ingrat. Le peuple est très versatile. Le peuple n'est jamais satisfait. Ok? Et les politiciens, nous on adore les critiquer. Mais les politiciens, c'est un mal nécessaire. Parce que sans les politiciens, ce sera ce qu'on appelle l'anarchie. Ok? Voilà pourquoi, quand tu prends du recul, c'est comme au football. Quand toi, tu es assis dans les tribunes ou devant ta télé, et puis tu vois que Drogba aurait dû faire une talonnade ici. Mais attends, Eto'o, il aurait fait un coup de tête ici. Mais si tu étais à sa place, toi, tu aurais fait quoi? Moi, j'aime beaucoup critiquer les politiques. Parce qu'on a besoin de les critiquer. Mais je sais que leur métier n'est pas facile.
Parce que si j'étais à leur place, est-ce que j'aurais fait mieux? Donc, je les critique, pas des critiques méchantes. Je fais des critiques constructives. Des fois, je fais des propositions. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont bidons. Ok? Mais, moi, je pense que, en toute critique, il faut que la critique soit constructive. Ok? Et puis, entre Africains. Ok? Ben, supposons que nos politiciens qu'on critique, s'ils n'étaient pas là, ben, même déjà, ils sont déjà là, on nous escroque. Eux aussi prennent un peu, hein. Mais ce qu'ils prennent là, ce n'est rien par rapport à ce que l'autre y prend, hein. Tu comprends? Je prends un exemple, hein. Celui que tu penses qu'au Niger, il bénéficie des retombées de la vente d'uranium. Mais ce que lui il gagne là, c'est petit par rapport à ce que Areva gagne. Merci à vous d'être venu vers moi. Et que Dieu bénisse votre chaîne. Et que Dieu bénisse le Niger. Que Dieu aide l'Afrique. Ok, nous avons foi en toi, Seigneur. Ok, nous sommes derrière toi. Que tu sois Dieu d'Abraham ou Dieu de Jacob. Merci, Seigneur. L'Afrique a besoin de toi, de ton aide.